Eh bien, bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire post, j'allais dire post-traumatique, non, post-Saint-Valentin, vivre, vivre en couple ou vivre le couple. Vous remarquerez notre délicatesse, on a évité de le faire la veille de Saint-Valentin pour éviter de vous gâcher la soirée. Et comme ça, vous aurez 364 jours pour vous remettre et de nouveau être capable de célébrer de manière décente. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Baumgartner à ce webinaire. Je pense beaucoup d'entre vous connaissent Dominique, mais pour ceux qui seraient passés à côté de Dominique, Dominique a écrit toute une série d'ouvrages passionnants sur le coaching en entreprise, sur l'inconscient, 2 ouvrages sur le processus d'individuation, et puis elle a enregistré une série de livres audio, qui est une autre manière de transmettre. Et pour être plus précis aussi, Dominique a une série de casquettes impressionnantes. Si je vais sur son site. Donc Dominique, sa première fonction ou sa première activité est d'être analyste jungienne, mais elle est également coach en entreprise, superviseur, enseigne, expert pour l'APM. Et incidemment, elle s'intéresse au couple et c'est la raison pour laquelle ce soir, je lui ai demandé d'être avec nous. Alors, je vais te mettre en plein écran. Arrêtez de partager. Et dorénavant, Dominique, bienvenue. Tu as la parole. Et donc, on va procéder en plusieurs étapes. Je vais te demander peut-être d'éclairer la distinction que tu fais entre vivre le couple ou vivre en couple, puisqu'il semble qu'il y en ait une, puisque tu utilises 2 mots. Oui, oui, oui. On pourra faire des questions-réponses, soit par écrit, soit oralement, si certains veulent se lancer. Oui, bien sûr. Écoutez, bonsoir à ceux et à celles qui sont présents. Je ne vous vois pas, hein, c'est le principe. J'ai comme interlocuteur, au moins visuellement, Philippe Joannis. Les éditions En Avance m'ont sollicité sur un thème qui s'appelle, que je synthétisais, vivre le couple ou vivre en couple. Et cette distinction va faire référence, pendant l'heure que nous allons partager, à la maturité psycho-affective de chacun des acteurs du couple. Et c'est un sujet très sensible qui va donner cette formule. Vivre en couple, ça va bien sûr être la formule où l'immaturité psycho-affective l'emporte, c'est-à-dire que le couple va être investi à des fins de remblai affectif, c'est une manière de présenter les choses qui m'est propre, c'est-à-dire que les partenaires étant en manque d'eux-mêmes vont créer une troisième entité qui s'appelle le couple et qui vont investir à l'aune de leurs manques respectifs. C'est-à-dire qu'il va y avoir un besoin de rassurance, un besoin de réparation narcissique. Voilà, c'est ça, vivre en couple, c'est vraiment ce qui signifie qu'il y a une immaturité psycho-affective des acteurs du couple. Par contre, vivre le couple va faire référence à un investissement très particulier qui est que chacun des deux va s'appuyer sur le couple pour faire une exploration de lui-même. C'est-à-dire que le couple va devenir un espace où chacun va pouvoir se rencontrer lui, retirer les projections, je serai amenée à développer le sujet, je pense, retirer les projections qui consistent à faire endosser à l'autre des parties non assumées de soi. Voilà. Et effectivement, ces 2 versions du couple obéissent à des dynamiques intrapsychiques très spécifiques. Hein, et que si nous avons les uns et les autres une appétence pour vivre le couple, nous faisons la plupart du temps l'expérience de vivre en couple parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas réglées entre nous et nous. Hein, et que nous avons tendance à exporter nos problèmes à l'extérieur. Voilà. Alors, moi, ce qui me passionne dans ce sujet, c'est mais qu'est-ce qui pousse les êtres humains à faire couple? Eh bien, tout simplement parce que dans la psyché, il y a une aspiration naturelle à la complétude et à l'unité.
Et il existe, et c'est une Jungienne qui vous parle, il existe un archétype du couple. Et que c'est bien parce que cet archétype du couple agit tant au niveau de l'inconscient personnel que de l'inconscient collectif, hein, que nous sommes appelés à vouloir rencontrer l'autre pour se rencontrer soi. J'insiste beaucoup sur ce point pour la bonne raison que ce qui se joue au sein du couple, c'est le processus d'individuation lui-même. Peut-être tu peux repréciser c'est une notion centrale à la psychologie jungienne, Oui. ce que tu mets derrière processus d'individuation et en quoi c'est lié à cette rencontre. Alors, il faudrait des heures et des heures, mais de manière synthétique, le processus d'individuation, c'est faire advenir une totalité psychique. Je peux mettre ça dans un autre mot, c'est être un être autonome, émancipé du regard de l'autre, qui n'est plus dans une dépendance affective, qui pourrait l'amener à diluer son propre mouvement pour obtenir de l'autre une rassurance qui lui fait défaut. Voilà. Et ça, le processus d'individuation est enclenché dès notre naissance. Il peut être accompagné consciemment parce qu'il y a un environnement qui s'y prête, parce que l'enfant va développer le goût de lui-même, qui va pouvoir prendre appui sur l'environnement. Donc, du coup, il va développer le goût de l'autre, le goût de l'ailleurs, il va s'enrichir. Mais il peut arriver que ce processus d'individuation soit contrarié par des traumatismes précoces, par un environnement qui n'est absolument pas rompu à l'exercice. Et quand un processus d'individuation est endommagé, eh bien, cette dépendance psycho-affective à laquelle je fais référence, eh bien, elle va s'emparer de la vie affective, non seulement du bébé, mais beaucoup plus tard de l'adulte. Je suis en train de dire aussi, c'est que à des stades précoces du développement de l'enfant, sont téléchargés des modèles relationnels, des modèles d'amour qui vont faire référence et qui vont conditionner toute la vie affective de l'adulte en devenir, avec toutes les impasses que nous connaissons et qui peuvent conduire à vivre en couple, donc investir le couple comme on pourrait investir un couffin, c'est-à-dire et rééditer la relation maman-bébé, soit investir le couple de manière adulte, et à ce moment-là, il y a de l'espace, il y a de la liberté, il y a de l'autonomie, et il y a surtout la réalisation de la complétude de chacun des acteurs. Mais est-ce que la condition humaine la plus habituelle, la plus ordinaire, c'est pas en couple? Ça m'apparaît, tel que tu le décris, comme une forme d'idéal. La dynamique de vivre le couple plutôt que en couple. C'est-à-dire que soit le couple obéit à une dynamique pulsionnelle, et auquel cas nous sommes comme les animaux aussi, dès que le printemps arrive, cherchent à être à deux, à faire un nid, à faire des petits. Voilà. Et je pense que notre société, notre civilisation a beaucoup milité en faveur d'un couple dédié exclusivement à la parentalité, donc à la procréation. Et la génération actuelle est en train de se dégager de cette obligation de procréation et de parentalité. C'est pour ça que dans tous les pays du monde, la baisse du taux de natalité crée quelques émois. Voilà. Il y a une cohérence dans tout ça. Hein. Et pourquoi le sujet du couple est sur la table? C'est parce que nous assistons aujourd'hui, dans notre temps, à des changements de paradigme concernant cette structure familiale traditionnelle qui est la famille, la cellule familiale. Elle a explosé. Aujourd'hui, on voit des configurations diverses et variées. Voilà. Donc cette notion c'est pour ça que j'y reviens de manière récurrente sur la notion de couple au niveau de ce couple intérieur que nous avons d'abord à réaliser, et c'est ce à quoi nous assistons socialement parlant. La notion de couple est en train d'évoluer de manière considérable.
Hein. C'est-à-dire que le couple qui était dédié donc à la procréation et qui était indissoluble, hein, puisque c'était les liens sacrés du mariage, les couples de nos grands-parents, arrière-grands-parents, de nos parents, étaient indissolubles. Hein. Il faudra attendre Napoléon pour que le divorce puisse advenir quand même, hein, et puis se généraliser. Mais aujourd'hui, on voit bien que le couple n'est plus, comment dire, le couple s'est sécularisé, que le couple se dégage de l'obligation de la procréation, même si ça reste encore une donne évidente, mais que le couple s'interroge beaucoup sur ce mode de fonctionnement. Si on croit le succès des thérapies de couple, c'est tout à fait nouveau. Le couple s'intéresse aux lois psychologiques qui le dynamisent ou le plombent. C'est peut-être l'équivalent du mouvement autour du développement personnel, mais appliqué à la relation plus qu'appliqué au développement intrapersonnel. Oui, oui. Ton intervention, Philippe, me permet de dire que vivre en couple, c'est un tue l'amour, il n'y a pas de relation, tout en se faisant croire qu'il y en est une, pardon, alors que vivre le couple, ça suppose qu'il y ait une relation. Hein? Et c'est toute la différence entre un couple version masculine et un couple version féminine. C'est ce à quoi je m'intéresse tout particulièrement. Tu peux développer ? Oui, nous vivons sous la houlette d'une définition masculine du couple, c'est-à-dire c'est une organisation, c'est un contrat avec une vision patrimoniale, hein, la notion du couple depuis des temps très anciens. On se marie à des fins de remembrement patrimoniaux. Il faut absolument faire en sorte que les terres ne soient pas divisées. On n'a qu'à regarder l'histoire de France et on voit bien comment la France s'est constituée. C'est par mariage historique qui ont permis de remembrer et de constituer un territoire conséquent. Donc c'est un couple qui est organisé, qui est rationnel, qui voilà, alors que et qui ne s'est pas préoccupé de la relation. Il s'est préoccupé de la rentabilité. Et la rentabilité, c'est la procréation. Et c'est le côté masculin que tu mets en avant. C'est le côté masculin. Le côté féminin, et c'est ça, je m'engage que moi quand je dis ça, c'est ça qui est en train, oui, c'est ça qui est en train d'advenir. Nous nous orientons vers une définition, une version féminine du couple, où c'est la relation qui fait la loi. D'accord ? Mais pour être en relation, ça suppose d'avoir réglé ces problématiques d'attachement qui nous maintiennent dans une non-relation. Alors, ça se répercute au niveau du couple, mais c'est un problème de société. C'est plus grand que le couple. Est-ce que tu peux juste préciser pour toi quand il y a relation et quand il n'y a pas relation ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a relation ? Parce que c'est un élément clé. Oui. Il ne peut pas y avoir de relation s'il y a une aspiration à la fusion. Or, l'aspiration à la fusion est la signature d'une immaturité psycho-affective. Voilà. Et se pose la question de comment je passe de la fusion à la communion. C'est une grande différence et je pense qu'il y a une confusion entre ces deux mots. La communion entre deux êtres, c'est deux êtres qui sont psychiquement séparés, suffisamment autonomes pour pouvoir avoir développé une altérité psychique, c'est-à-dire une reconnaissance de l'autre et de la différence de l'autre, ce que la fusion a tendance à gommer. La fusion, c'est la quête du même, du semblable. C'est une quête du moi, la fusion. Alors que la communion, c'est une quête du soi. Voilà, c'est une manière très simple de répondre à la question. Que je parle du couple immature au couple mature, que je parle de la fusion à la communion, que je vous parle de le mot me manque. Ça y est, c'est parti. Le mot me manque. J'avais quelque chose d'intéressant à dire, mais c'est parti. Ce sera pour plus tard, ça va revenir. Voilà. Du couple immature au couple mature, du couple profane au couple alchimique.
du couple extérieur au couple intérieur, c'est toujours ce même mouvement. Ce même mouvement, c'est soit je reste dans une relation bébé-maman que nous avons tous connue et dont certains ont gardé une nostalgie avec les problématiques d'attachement qui y sont associées. D'accord ? Et je vous l'ai dit dès le départ, ce couple bébé-maman, s'il n'a pas évolué, eh bien, c'est avec ces matériaux psychiques-là que sont investis les couples dits adultes. Donc, on peut être adulte au niveau de son état civil et être en grenouillette, ou en grenouillère, pardon, au niveau de son affectif. J'entends. Et comment, de l'intérieur d'un couple, j'imagine les personnes qui nous ont rejoints, ou moi, comment de l'intérieur d'un couple, je peux savoir si je suis en couple ou de l'extérieur, c'est sans doute visible, mais de l'intérieur, quels seraient les indices, quels seraient les critères? Ah oui, vous savez, c'est très facile à identifier. Quand je suis en couple, c'est quand je me dilue dans le désir de l'autre. C'est-à-dire que, bon, monsieur a envie d'aller au cinéma et moi, j'ai plutôt envie d'aller au théâtre. Et pour avoir la paix, je vais aller au cinéma. Voilà. Alors qu'il y a une autre option qui est qu'il y en a un qui aille au cinéma et l'autre qui aille au théâtre, puis on se retrouve après et puis on peut partager. Vous voyez ? C'est cette aspiration. Je sais que je suis en couple quand je fais attention à ce que je dis pour pas froisser, que j'épie ses réactions, que je ne suis pas autorisée à être qui je suis. J'imagine que la position symétrique, qui est je veux contrôler la situation, je veux décider pour l'autre de ce qui doit se passer, qui est l'équivalent. Oui. Peut être aussi bien masculin que féminin d'ailleurs. Mais ça s'entend au niveau des expressions. Par exemple, si je pose une question, je dis ben, vous avez fait un voyage en Égypte, vous êtes satisfait? Et que la personne me répond oui, on a fait un voyage. Vous voyez, le jeu, il est complètement absent de la phrase, c'est on. Voilà. Oui, le nous serait différent pour toi. Oui, ah ben, oui. Le on et le nous sont vraiment trop différents. Je laisserai le on vit en couple. Oui, bien sûr. Hein, d'accord. Et le nous, et tout particulièrement le nous d'alliance auquel je suis très sensible, ben, il est dédié à une dynamique de couple où le couple, nous vivons le couple. Hein. Et où s'arrête, où commence le couple? C'est une question, tu sais, de définition. Qu'est-ce qu'un couple? Oui, la question m'a déjà été posée. Tu parles que de couple amoureux ou tu parles de un couple, tous les couples ne bougent pas forcément sur des couples amoureux. Il peut y avoir des couples professionnels, il peut y avoir des co-animateurs, des associés. Il y a des couples, il y a un couple parental qui peut très bien ne pas être amoureux. Voilà. Le couple amoureux est une notion récente, du moins dans sa version sociale. Hein? Parce que le couple amoureux, il est au niveau de l'archétype du couple dont j'ai parlé et qui dynamise la psyché de l'être humain. Le mot amoureux, notamment la Saint-Valentin qui datait d'hier, ce romantisme du couple l'a fort éloigné de l'amour. Donc, tous les couples ne sont pas des couples amoureux. Non, et pourtant, nous aspirons à l'amour et nous nous contentons d'un substrat, d'un ersatz, qui est l'amoureux. L'état amoureux est un engouement qui est lié la majorité du temps à nos projections. Nous sommes amoureux de nos projections. Je suis pas sûr, je pense qu'une bonne partie de notre audience est familier avec l'idée de projection, mais c'est un concept tellement central dans le travail que tu fais dans la psychologie jungienne. Alors, soit le couple amoureux, je vais prendre celui-là, hein, le couple amoureux peut être un lieu de projection massif, c'est-à-dire que tant que ce que je projette, c'est la représentation que j'ai. Je suis une femme, je peux projeter sur un homme
la représentation que j'ai du masculin. Et si y a un monsieur qui passe par là et qui correspond à cette représentation, je vais dire, j'en pince pour lui. C'est pareil pour les hommes. Ils peuvent projeter sur une femme la représentation qu'ils ont du féminin. D'accord ? Les artisans de cette complétude psychique, je vais expliquer. Les artisans de la complétude psychique, c'est l'anima et l'animus. D'accord ? Je dis choses très simplement parce que ça demanderait des heures d'explication. Mais l'anima, en termes jungiens, c'est la représentation ou la personnalisation du féminin de l'homme. Et l'animus, c'est la personnalisation ou la personnification du masculin de la femme. Et il semblerait que dès l'adolescence, vous savez, au moment de la puberté, cette révolution hormonale, ce n'est pas qu'une révolution hormonale, c'est une activation de l'archétype anima et animus qui va lancer l'adolescent dans cette course à l'amour, sauf que cette course à l'amour va s'extérioriser, va se vivre à l'extérieur, parce que l'environnement n'a pas éveillé, il n'y a pas d'éducation sentimentale à faire en sorte que chacun d'entre nous, dès l'adolescence, puisse dialoguer avec cet autre en nous. Voilà. Et ça va créer, cette absence de dialogue va créer une incomplétude affective que chacun va chercher à combler en allant chercher de l'autre à l'extérieur, alors que celui qu'on cherche ou celle que l'on cherche à l'extérieur se trouve au-dedans, mais que nous ne le savons pas. Et que nous le découvrons très tard. Et que souvent nous le découvrons arrivé à un âge mature, après avoir répété plusieurs échecs amoureux. Et c'est pour ça que cette notion de couple, elle est vraiment, il est essentiel. Et je trouve que ce serait vraiment très, très intelligent que d'éveiller les jeunes générations à ce qui les constitue intérieurement. Comment ça pourrait se faire ? Imaginons, je suis parent, j'ai quelques enfants, comment je pourrais contribuer à ça ? Eh bien, en leur disant que tout simplement que cet autre qu'ils vont chercher à l'extérieur, ils doivent d'abord le construire au-dedans. D'accord ? Et comment est-ce que je le construis au-dedans ? C'est en prenant conscience que nous avons des mouvements, nous avons des désirs, et que ces désirs, nous avons la responsabilité de les assumer. Et le premier désir que nous avons à assumer, c'est le désir d'être comblé, mais pas d'être comblé par un autre. Ce qui anime fondamentalement l'être humain, c'est son désir d'être comblé, c'est-à-dire le désir d'être une totalité psychique, de faire advenir toutes ses potentialités, de faire advenir tout ce qui a besoin de se réaliser en lui. Et Dieu sait si l'être humain a une infinie richesse qu'il ignore. Alors que souvent, l'adolescence, c'est un moment où on se déconnecte précisément. Absolument. Et l'environnement, dans la culture dominante qui perdure, l'environnement encourage cette externalisation. Oui, ça peut être un moment. La Saint-Valentin en est une preuve. La Saint-Valentin en est une preuve. Est un moment de déconnexion. Ça véhicule du romantisme, un couple romantique. Ça véhicule un fantasme. Ça peut laisser croire qu'on peut faire l'économie d'un travail sur soi et trouver à l'extérieur celle ou celui qui va me combler. Et ce n'est pas possible. C'est comme ça que nous mettons nos partenaires en échec. Ils ne pourront jamais remplacer ce que Jung appelait l'anima ou l'animus. Jamais. Très bien. Ce que je voudrais vous inviter, vous qui écoutez et qui êtes avec nous ce soir, et je vous en remercie, de vraiment, si vous avez la moindre question, de cliquer sur le bouton questions-réponses ou bien
ou bien d'écrire dans la version, dans la fenêtre de conversation. Et vous pouvez aussi lever la main et ça me permettra ça me permettra de sortir de cette situation de couple dans laquelle on est en introduisant une troisième personne dans l'écran ou une quatrième ou une Oui, cinquième. oui. Disons que nous mettrions un terme au couple fusionnel que nous sommes en train de vivre là, puisque nous sommes en tête à tête, toi et moi. Bon, c'est pas fusionnel pour autant, je dirais, à la distance, la technologie, et puis tu es relativement bien individué, il me semble. Donc, il me semble que oui, il me semble. Donc, n'hésitez pas à tout moment, vous pouvez, ne soyez pas timide. Si vous avez la moindre question à poser, appuyez sur la main, ce qui me permettra de vous donner la parole. Ou bien, alors, une question de Valérie, qui est la suivante. Comment se rendre compte que l'on projette une représentation du masculin sur l'autre? Comment je sais que je dans la projection et pas dans le réel. Comment je vois que je suis dans la projection et pas dans le réel? Il y a un indicateur imparable, c'est que j'attends quelque chose de l'autre. Voilà. Et la question qui vient après, c'est à quoi je sais que j'attends quelque chose de l'autre. C'est vrai, à quoi tu sais que tu attends quelque chose de l'autre? Et oui, eh bien, on le voit bien, surtout avec nos moyens technologiques aujourd'hui. Je suis là à 100 fois regarder si j'ai un SMS, si j'ai un mail. Voilà, je vais commencer à voir, je regarde, j'épie l'autre. Ok. Je cherche à interpréter. Si voilà, je suis dans l'interprétation, je l'épie, je perds un peu mes moyens, je perds en autonomie. J'entends. Toutes les projections ne sont pas positives non plus. Là, ou sont pas des projections d'attente. Elles ne sont pas toutes négatives, non, il y a des projections qui sont positives, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il y a d'autres. Le drame de la projection, c'est que je vais me départir de quelque chose qui m'appartient, tout en espérant que l'autre va me le rendre. Et quand il ne sait pas que je l'ai mis sur son dos, il ne va pas me le rendre. Ça va créer de la dépendance. Oui. Et une autre question. Je voudrais vérifier que je réponds à la question. Hein. Oui, j'entends. Pardon, tu veux vérifier que tu as bien répondu à la question? Oui, est-ce que tu peux vérifier que j'ai bien répondu à la question sur la projection? Alors, je peux vérifier. Valérie, est-ce que Dominique a bien répondu à la question sur la projection? Ou est-ce que c'était une question un peu différente? Alors, les questions pleuvent soudain. Mais oui, Valérie dit oui. Karine pose la question, comment vivre une relation de couple si j'ai été blessée par le masculin? Eh bien, il s'agit d'aller déjà nettoyer sa blessure, s'en émanciper, parce que quand on a été blessé par le masculin, eh bien, et que l'on s'organise contre cette blessure, on va justement la projeter dans le couple à venir. Mais donc, comment être autonome, pour vivre le couple, se présenter comme un être autonome dans un couple, c'est se présenter affranchi de ses blessures. Sinon, le couple va être investi et l'autre va être sollicité dans une fonction maternante, répare ma blessure. J'entends bien. Comment nettoyer mes blessures? Comment guérir mes blessures? Déjà les reconnaître et puis aller voir un bon thérapeute qui va aller nettoyer la plaie. Hein. Parce que sinon, si ça n'est pas nettoyé, ça va se projeter dans le couple. Absolument. D'accord. Muriel te demande, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est l'autonomie pour toi? L'autonomie, je parle d'autonomie psycho-affective, c'est une qualité psychique fondamentale qui me permet d'être émancipée du regard de l'autre. Ok. Ce n'est pas le comment l'autre me regarde qui va me faire sentir être quelqu'un de bien ou être quelqu'un de mauvais. Vous voyez, c'est être capable de pouvoir être soi dans le regard de l'autre. Ouais, ne pas alors que dans l'immaturité psycho-affective, je vais donner à l'autre le pouvoir de me définir et je vais me sentir bien selon la façon dont il me regarde. J'entends. Merci. Voilà. Un exemple de projection positive?
Alors, oui, la projection, c'est une manière de communiquer du bébé. Et à ce moment-là, dans cette période-là, la projection est positive. C'est un métalangage. C'est-à-dire que l'enfant, on appelle ça même un proto-langage. L'enfant va faire, il n'a pas de langage, hein, nous sommes d'accord, il n'a pas les mots, il n'a pas le système de pensée développé. Donc l'enfant va faire sentir à sa mère ce qu'il vit. Faut-il encore que la mère soit un tantinet disponible. Alors, ce qui est positif pour l'enfant à ce stade de son développement s'avère être un mode de communication régressif pour un adulte. D'accord. Donc il peut y avoir projection positive, mais elle est positive au sens, elle est régressive pour un adulte. Voilà, je garde la projection positive dans une période assez courte de l'enfance. Hein? Et puis je pourrais dire à l'état d'adulte une projection positive du moment que j'ai conscience que je suis en train de projeter quelque chose. D'accord. Merci. Lydia demande, trouve que tu es intéressante, ce qui Merci. ne me surprend pas, mais elle demande quelle est la place du mariage dans vivre le couple. Il y a le mariage, il y a vivre le couple, c'est deux choses liées, indépendantes. Le mariage empêche, le mariage aide, le mariage n'a aucun rapport. Eh bien, j'ai envie de dire que le mariage a été utilisé depuis de nombreux siècles comme étant un engagement indissoluble qui c'était plutôt un contrat de mariage, hein, qui s'est, à mon avis, substitué au mariage alchimique. Vous voyez, je réalise en vous disant, moi je réserve le mot mariage à cette alchimie du couple. Or, on a fait un usage du mariage qui est devenu un contrat administratif, financier et juridique. Et amour et mariage n'ont rien à voir dans la culture. Sûr. Mais est-ce qu'on peut vivre le couple au sein du mariage qui est une forme d'obligation ad vitam dans cette conception? Ça a été le cas de nos parents, de nos grands-parents et ainsi de suite. Le mariage était une condition sine qua non imposée. Voilà. On sait très bien que les vieilles filles et les garçons étaient absolument, j'ai envie de dire, maudits. Ils rentraient pas dans la norme. Donc, le mariage était l'issue. Vous sortiez de la tutelle parentale pour aller dans la tutelle maritale. Hein? C'est toujours le cas à travers le monde. J'entends, mais c'est peut-être pas le meilleur contexte pour vivre le couple, justement. Mais c'est pas le meilleur contexte. Alors, c'est autre chose si chacun des membres du couple, si chacun d'entre eux ont développé cette autonomie psychique, psycho-affective, d'accord, et qu'ils vivent le couple, à ce moment-là, la notion de mariage, dans son sens premier, peut avoir lieu parce qu'il y a une communion. J'entends. Alors que la culture dominante a diffusé une notion du couple et du mariage qui était la fusion. Encore une question sur des distinctions. Quelle est la différence entre partage, complicité et fusion? Ah, mais pour qu'il y ait partage, il faut qu'il y ait deux. D'accord? Fusion, 1 plus 1 est toujours égal à 1. Pour qu'il y ait partage, il faut qu'il y ait altérité. Pour qu'il y ait altérité, il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'autre, donc il y ait une séparation. Donc une relation. Et donc l'amour. Ok. Hein, je le dis pour ne pas l'oublier, il n'y a pas d'amour dans la fusion. Parce que la fusion est la quête du semblable. Il n'y a d'amour que dans la séparation. C'est un grand paradoxe que nous avons besoin d'intégrer. La complicité, elle apparaît, c'est une notion qui a dû... Oh, la complicité, on la trouve. Alors, il y a une complicité saine que nous allons trouver dans Vivre le couple. Et je trouve que c'est pour ma part, c'est quelque chose que j'aime vivre, cette complicité. C'est une complicité qui peut se jouer sur plusieurs registres.
Hein, complicité intellectuelle, complicité culturelle, complicité dans la tendresse, complicité sexuelle. Il y a cette complicité, voilà. Mais le mot complice est condamnable au plan pénal. Pourquoi? Parce que quand on vit en couple, la complicité est malsaine, puisqu'il y a fusion. Très bien. Pourquoi? Parce que quand il y a fusion, il n'y a pas d'autre. Je suis dans la quête du semblable et je vais demander à l'autre d'être le même que moi pour pouvoir aller bien. Il faut qu'il soit pareil à moi. Il faut qu'il ait les mêmes envies que moi au même moment. Ça va me rassurer. J'entends. Et c'est drôle que le mot complicité, d'ailleurs, ait ces deux acceptions, une très positive et une négative. Oui. Comment faire Pardon, vas-y. Le drame du couple qui macère dans une immaturité psycho-affective, c'est qu'il répond à la formule qui n'est pas de moi, je ne sais pas de qui elle est, mais elle est superbe cette formule, donc je l'emploie, je la restitue, qui est « soyons deux pour que je puisse être un ». Ça résume tout. C'est une fiction. Et pourtant, elle perdure, cette fiction. Oui, je pense que c'est le lot commun de l'humanité. C'est le lot commun de l'humanité. Et que les couples faits d'autonomie, d'un ou d'alliance, n'est clairement quelque chose à... Quand il n'y a pas de nous d'alliance dans un couple, il n'y a pas de complicité. Mais il n'y a pas de relation. J'entends. Voilà. Et donc, c'est drôle dans nos sociétés, comme la non-relation fait office de relation. Pour moi, c'est quelque chose que je constate chaque jour. La non-relation fait office de relation. Alors, on renforce la communication à tout va. On fait de la communication, y compris dans un couple. Quand un couple, on lui dit, mais apprenez à communiquer dans un couple, moi, ça me donne des boutons. Parce que la communication vient pallier l'absence de relation. C'est pour ça que je dis qu'on passe d'une version masculine à une version féminine du couple. Un peu une chanson de Brel où il parle de la parlotte comme dans le couple, comme l'instrument de la fin du couple. Absolument. Mais Aragon a dit quoi? Aragon a dit l'avenir de l'homme et la femme. Moi, je me réapproprie ce vers et je dis non. L'avenir du monde, c'est le féminin. L'avenir de l'homme, c'est le féminin. L'avenir de la femme, c'est le féminin. Ce sont des valeurs féminines. Et ce qui caractérise le féminin, c'est la relation. Avec toutes les valeurs masculines de rationalité, d'organisation, de démonstration, de rentabilité, de production. C'est un modèle du monde. Le monde que nous fréquentons aujourd'hui baigne dans cette définition masculine du monde. Je dirais même que la femme a été définie par l'homme. Le féminin a été défini par l'homme. Et que ce qui est en train de se passer là, c'est qu'il y a des valeurs féminines, enfin, il y a les valeurs du féminin, que sont l'intuition, que sont le non-agir, que sont la patience, que sont la relation, la sensibilité. Toutes ces valeurs-là sont en train d'émerger et que ça booste aussi bien les hommes que les femmes. Comment faire la différence entre quelqu'un qui est émancipé du regard de l'autre et quelqu'un qui se fout du regard de l'autre? C'est les mots où se moque, mais un peu comme une posture, j'imagine. Oui, bon, quelqu'un qui... à quoi je vois que quelqu'un est autonome? Eh bien, il parle de lui ou d'elle en utilisant un jeu. Il dit ce qu'il vit, il dit pas ce qu'il pense. D'accord? Alors que quelqu'un qui se fout du monde peut mettre du jeu, mais va se réfugier dans la dérision. Il parle pas de lui, il fait une pirouette. D'accord? Et si vous voulez questionner cette personne qui fait des pirouettes et si vous lui demandez, lui posez la question, mais vous pourriez me dire ce que vous vivez en ma présence? Mais il va prendre des transactions tangentielles, il est incapable de répondre à cela.
Quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui est connecté à son intériorité et qui est capable de dire ce qu'il vit, ce qui se passe, surtout en présence de l'autre. C'est ça le critère pour moi de la maturité psycho-affective, c'est être capable de parler de soi à l'autre et non pas de calculer ce que je dois faire pour que l'autre puisse m'entendre. Oui. Est-ce que c'est clair, ça? Pour moi, oui, mais Oui. Comment ne pas confondre être en alchimie et être en fusion avec l'être aimé? L'alchimie, je regarde, enfin, je sens comment la question vient me percuter. Il y a peut-être une question complémentaire qui est aussi quelqu'un qui demande de rappeler ce qu'est le nous d'alliance. Hein. Alchimie, alliance, fusion. Ça va me permettre de répondre, justement. D'accord, je le dis, dans la fusion, il y a une quête du semblable, du même, du pareil. Il n'y a pas de relation, mais il n'y a pas d'amour non plus. Il n'y a qu'une quête de rassurance narcissique. Ça, c'est la fusion. Alors, je crois que nous sommes capables de nous rendre compte assez rapidement que nous cherchons de la rassurance auprès de l'autre. J'épie son regard, j'interprète tout ce qu'il me dit, je me sens affligée tout d'un coup parce que il n'a pas pensé à me sauter la fête, ou il a oublié que c'est à Saint-Valentin, ou tout d'un coup il y a une espèce d'abysse qui s'ouvre et je m'effondre narcissiquement. Je deviens un sous-produit de la vie parce que quelqu'un a oublié de me dire bonjour ou de me souhaiter la fête. Ça vous met tout de suite sur la voie qu'il y a une aspiration à la fusion qui, si elle n'est pas contentée, vous abîme au sens propre du terme. Voilà. Alors que le couple alchimique, ok, même situation, l'autre a oublié de me souhaiter ma fête, ou il a zappé que c'était notre anniversaire de mariage, d'accord? Je ne vais pas m'effondrer. Je vais pouvoir aller lui dire, écoute, voilà, je suis chahutée, je suis contrariée. Voilà. Et je vais lui dire gentiment, tu te rappelles qu'aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. Mais ça va pas, je ne vais pas m'effondrer et je ne vais pas lui faire une scène. Je vais pouvoir lui dire, voilà ce que je vis, voilà ce que je désire vivre maintenant. Vous voyez, la notion de désir, lorsqu'elle est assumée, nous affranchit de toute forme de rumination. J'entends. Et oui, tu assumeras la première personne. Peut-être qu'un marqueur, c'est la notion les reproches aussi, l'apparition des reproches dans la relation. Oui, mais les reproches, ce sont des projections. Oui, j'entends. Je mets mon système d'attente, je le mets sur l'autre. Mais comment se fait-il que tu ne répondes pas à mes attentes? Si tu m'aimais, tu répondrais à mes attentes. Et donc, comme tu n'y réponds pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Et c'est comme ça qu'on se met la rate au courbouillon. Et qu'on met surtout l'autre en échec de pouvoir nous aimer. D'accord? Nous ne pouvons pas obtenir de l'autre ce que nous ne nous sommes pas donnés à nous-mêmes. Ce qui fait l'échec du couple, fût-il amoureux, c'est le manque de soi. D'accord? Si vous et moi, nous n'assumons pas l'être manquant que nous sommes, parce que ça c'est une réalité, c'est pas une fiction. Notre psyché est androgyne, donc masculin-féminin. Elle est dynamisée par un archétype du couple que de nombreuses traditions ont traduit. Isis et Osiris en Égypte. Vous avez Shiva et Shakti dans l'hindouisme, et ainsi de suite. Il y a un archétype du couple. J'ai perdu le fil, ça va revenir. Non, tu es effectivement sur l'archétype du couple et comment il nous travaille chacun. Voilà, la psyché est androgyne, masculin et féminin. Merci Philippe. La psyché est androgyne, elle fait l'expérience d'un corps sexué,
auxquels nous allons nous identifier et dont nous allons adopter les comportements du genre. Or, notre psyché, c'est-à-dire notre intériorité, notre âme, elle, va garder la nostalgie de cette totalité psychique. Et c'est là où l'éducation sentimentale fait défaut, c'est-à-dire qu'au lieu de nous renseigner sur le comment nous sommes constitués du dedans, nous sommes invités depuis des millénaires à aller trouver le partenaire à l'extérieur. Sans avoir fait la rencontre nécessaire à l'intérieur d'abord. Voilà, absolument. Et c'est pour ça qu'on a blindé les contrats de mariage, pour faire durer le couple. Intéressant. En même temps, dans un couple, on ne choisit pas son partenaire par hasard, n'est-ce pas? Les couples ne se constituent pas par hasard. Donc, on peut aussi considérer le couple, ce que tu appelles vivre en couple, comme un lieu de travail, un lieu de, si on met un peu de conscience dedans, qui permet d'évoluer. Oui. Le couple alchimique ou le couple, vivre le couple, pour moi, c'est une exploration de la conscience à deux. Mmh. Donc, ça, c'est la représentation que j'ai du couple. Dans ce sens-là, le couple a une fonction thérapeutique. Mmh. C'est-à-dire qu'il va m'amener c'est un lieu de confrontation, c'est un espace qui peut être investi pour une meilleure connaissance de soi, mais ça suppose que les projections soient retirées. Ce qui se passe là avec toi me concerne. Donc, je vais aller regarder ce qui me concerne pour éviter de te le faire endosser. Et ça, c'est très puissant. Alors oui, le couple a une fonction thérapeutique. Je l'ai dit, je le répète, au sein du couple, c'est tout le processus d'individuation qui se joue à la condition d'être conscient de ce processus d'individuation. D'être conscient de la notion de projection, par exemple, dès l'instant. Absolument. Il y aurait une éducation. Mais ce qui peut se passer, dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Enfin, si je tiens compte statistiquement du nombre de divorces, de ruptures et de couples qui éclatent, eh bien, le couple est investi comme un espace scénarique. Ça devient un lieu de répétition. Et qu'est-ce qui se répète? C'est les modèles d'amour qui ont été téléchargés dans des stades très précoces de l'enfance. D'où l'importance de guérir ces blessures d'enfance. Parce que je reviens à la question qui a été posée tout à l'heure par rapport à comment vivre le couple quand on a été blessé. Cette blessure de couple à l'âge adulte n'est qu'une répétition d'une blessure d'amour qui est antérieure. Vous y trompez pas. Hein? Et selon l'acuité de ce que vous ressentez lors d'une rupture amoureuse, vous avez déjà l'indication qu'il y a le couple originel bébé-maman qui a déjà été bien abîmé. Une question de Valérie. Quel va être le modèle d'amour des enfants de divorcés? Enfin, quand un couple se sépare, quel impact quel modèle qu'est-ce que ça peut impliquer sur leur propre vision du couple, j'imagine? Je n'ai pas de réponse générique à ça. Ce que je sais, c'est que quand il y a eu la loi sur le divorce en 1967, je crois, où tout le monde s'est dit, mais avec ce divorce qui se généralise, les enfants vont être paumés, etc. On n'a pas vu plus de personnes dans les cabinets de thérapeutes traumatisées. On voit que l'enfant, il a des possibilités d'ajustement à la nouvelle configuration. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, avec les familles recomposées, je suis très admirative de leur capacité à savoir qui est qui. Mais en même temps, l'enfant a une capacité d'ajustement. Par contre, ce que je vais dire, c'est que nous ne sommes pas à égalité devant l'histoire familiale. Donc, moi, dans ma patientèle, j'ai des adultes traumatisés par le divorce de leurs parents, d'autres qui l'ont assimilé et qui ont construit à partir de ça une liberté qui leur a permis d'être plus au clair avec la notion d'engagement.
D'accord? Parce que l'engagement n'est pas une prison. L'engagement est d'abord une liberté. Et le couple devrait être un espace de liberté, la liberté d'être soi. Et ce n'est pas possible quand nous sommes affublés, quand nous sommes identifiés à un moi. Le moi auquel nous sommes identifiés depuis notre plus tendre enfance, il a besoin d'une stabilité, il a besoin de rassurance, de permanence et de sécurité. Or, les couples extérieurs sont fondamentalement impermanents, sauf à s'empêcher de grandir. Le seul couple qui s'installe dans la permanence, et ça n'empêche pas l'évolution, c'est le couple intérieur. Parce que celui-ci, il n'est pas altéré par l'histoire. Alors que le couple extérieur est tout le temps altéré par l'histoire. C'est pour ça qu'il est un lieu de reproduction de nos blessures d'amour. Et c'est pour ça que je dis que le couple peut être soit un espace où l'individuation va se forger, ou un espace de répétition scénarique, où vont se répéter aussi les scénarios transgénérationnels. Parce que ces modèles d'amour que nous téléchargeons, ce sont ceux que nos parents nous ont transmis. Oui, vraiment. Donc vous voyez que l'autonomie, c'est s'émanciper justement de ces modèles d'amour que nous avons téléchargés à notre insu, mais que nous répétons aussi à notre insu. Nathalie demande comment ne pas être en manque de la relation avec l'autre lorsqu'elle s'arrête. Ah, ça, c'est une question qui est très, comment dire, que toutes les personnes en rupture amoureuse et dans la souffrance posent. D'accord? Il n'y a rien de plus douloureux qu'une rupture amoureuse. C'est parce que ça réactive la blessure d'amour originelle. Or, dites-vous bien que cette blessure d'amour originelle, elle concerne un petit être qui est vulnérable, qui n'a aucun moyen, ni au niveau de la pensée, ni au niveau émotionnel, ni au niveau linguistique, de s'exprimer. D'accord? Et ce petit être, il a fait l'expérience de l'amour à travers les sens, au niveau sensoriel. L'amour pour l'enfant est sensoriel. Il n'est pas émotionnel. L'amour de la Saint-Valentin, c'est un amour émotionnel. L'amour émotionnel est un amour romantique. Mais l'amour de l'enfant est un amour sensoriel. Alors, quand il y a une rupture amoureuse, cette blessure originelle, quand elle a eu lieu, elle est revisitée avec toute son acuité et avec toute son impuissance d'origine. Est-ce que je réponds à la question? C'est ce qui fait que c'est extrêmement douloureux et affreux. Oui, c'est une douleur physique, c'est une douleur… Oui. Ça vous coupe tous les moyens, vous n'avez plus envie de vivre, vous n'avez plus de raison d'être. Et ça, ce n'est pas uniquement l'adulte qui vit sa rupture amoureuse qui est impacté, mais il y a collusion avec le petit être qui refait surface avec toute son impuissance originelle. Et c'est là que tout l'être manquant prend le pilotage. Tout à l'heure, j'ai dit que l'absence de soi, avec un grand S, nous amenait à chercher de la rassurance à l'extérieur. L'autonomie psycho-affective se développe dans la mesure où nous actons que nous sommes un être manquant. Nous ne sommes que la moitié de l'histoire. J'aime beaucoup une phrase d'un, comment il s'appelle, Cheng. Oui, Cheng, oui. Cheng, l'académicien. Oui, je vois. Qui dit que l'homme et la femme ont tant de choses à se dire qui n'ont pas encore été dites. Elle est très belle, cette phrase.
Et je crois que la responsabilité des générations actuelles qui viennent, c'est justement que ces choses-là se disent. Donc, ça suppose que le couple, pour moi, est en train de... Il y a une régénérescence du couple. Je ne suis pas en train de dire dans ce webinaire que le couple va disparaître. Mais il y a l'investissement du couple. Hein, va nous amener à une meilleure connaissance de soi, à une altérité psychique, c'est-à-dire à une reconnaissance de l'autre. Et ça, c'est l'avènement de l'amour. Parce que le couple fusionnel ne permet pas l'amour. Hein, et que j'ai envie de dire aussi que le désir ne peut advenir que lorsque la fusion cesse. Donc, ça doit renoncer à être un bébé, parce que c'est le bébé en nous qui aspire à la fusion. Hein, eh bien, c'est quand le bébé n'est plus aux commandes que le désir peut arriver. Ce qui est drôle, c'est... Pardon, vas-y. Les Grecs disaient une chose que je trouve très précieuse à partager avec vous, c'est que le désir fait de nous un être humain. Et que pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait une séparation psychique. Et pour qu'il y ait une séparation psychique, il faut que j'accepte de n'être que la moitié de l'histoire, et donc que cet être manquant, je l'acte, et que je dialogue avec cet être manquant. Ça a été le génie de Jung, de remettre comme partenaire interlocuteur privilégié l'animal animus. Ce qui est drôle, c'est que dans la trajectoire ordinaire assez habituelle d'un couple, d'après la littérature, il y a une période amoureuse où le désir est présent, mais pour beaucoup de couples, le désir, à un moment donné, disparaît. Et donc la fusion apparaît sans doute et le désir disparaît. Mais il y a eu un désir malgré tout au début. Oui, parce que il y a le mystère de la rencontre. D'accord? Et c'est quoi le mystère de la rencontre? Eh bien, c'est Eros qui voyage incognito. C'est l'amour qui opère. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans ce mystère de la rencontre, c'est que il y a rencontre parce que, et il y a mystère parce qu'il n'y a pas projection. Il y a tout d'un coup un Eros qui fait que sur 7 milliards d'individus, il y en a 2 qui se rencontrent. Voilà. Et qu'au lieu de laisser faire l'amour, on va vouloir s'approprier ou posséder l'amour, parce qu'on va vouloir posséder l'autre. Donc, au lieu d'être un espace de liberté, le couple va devenir un territoire d'annexion. On va annexer l'autre. Et ça tue l'amour. Et pourquoi l'annexion a lieu? C'est parce que ça obéit à une aspiration de fusion. Donc, c'est très régressif. C'est le couple bébé-maman qui reprend les rênes. Le dessus, à un moment donné. 2 questions qui t'attendent encore. Oui. Comment faire la différence entre désir de l'autre et plaisir d'être soi? Oui. Le plaisir. Alors, déjà, la notion même de désir s'oppose au plaisir. C'est un sujet que j'aborde régulièrement avec Philippe Joannis et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Les questions que tu m'as posées à ce sujet m'ont fait réfléchir. C'est Reich qui dit que le désir crée de l'espace entre deux. C'est toute la légende grecque qui dit ça. Hein? Le désir est né du fait que l'homme, le masculin et le féminin ont été séparés. Parce que lorsqu'ils sont en union, eh bien, ils ont une telle puissance qu'ils défient les dieux. D'accord? Et Zeus n'a pas voulu que nous soyons des dieux, donc il nous a fait couper en deux, et du coup, est née une force d'attraction et de répulsion que l'on nomme l'amour, l'éros. Hein? Et cet éros, il en fait qu'à sa tête. Pourquoi? Parce que l'éros est une force de cohésion qui est agissante déjà au niveau de la psyché et qui est agissante aussi au niveau de la vie affective. Tout ça milite en faveur de former une totalité. Le plaisir, tous les plaisirs que nous nous donnons ont vocation à mettre le manque à distance. Un être désirant est un être qui a acté qu'il était un être manquant
et qui aspire à sa complétude, il ne va pas la chercher à l'extérieur. Au XVIIe siècle, on parlait de l'être de désir. Voilà. C'est quelqu'un, c'est un être autonome. Le désir nous distingue de l'animalité, nous fait sortir de notre dimension animale. Dimension instinctive. C'est toute la différence entre la pulsion. Désir et pulsion, ça n'a rien à voir. C'est confondu sur nos latitudes et notre culture, malheureusement. La pulsion appartient à l'animal, animalité qui est en nous et qui est aussi à vivre, mais quand nous sommes dans un amour pulsionnel, nous sommes dans un amour appétit, besoin, demande, où l'autre est un droit et où l'autre constitue un tout. Et donc, quand j'ai une appétence pour le tout, je suis dans le déni de la singularité de l'autre. Il est tout pour moi. D'accord ? Donc, le désir, cet éros, il a une fonction fondamentale, c'est de nous faire passer de l'amour pulsionnel, qui s'étale quand même considérablement sur nos écrans de télévision et ailleurs, et dans la littérature, au désir. Et la société de consommation dans laquelle nous sommes confond pulsion, désir, plaisir. La société de consommation est une société qui est entièrement dédiée au plaisir, parce que incapable d'accéder au désir. Donc nous macérons collectivement dans pulsion, plaisir. Alors que nous avons tout l'équipement intrapsychique pour aller vers ce désir qui participe de manière conséquente au processus d'individuation humaine. Le désir est une énergie de verticalisation. J'entends. Merci, madame. Une dernière question et puis on va conclure parce qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Nathalie, reviens sur… Oui, le temps passe vite à un moment donné. Oui. Et je vais vous faire une proposition à la fin aussi, donc restez avec nous. Nathalie revient sur la question de cet être blessé en nous au moment d'une rupture, par exemple. Comment soigner ce petit être? Comment lui donner ce que la mère n'a pas donné au bébé? Comment l'adulte peut-il compenser ce manque pour être heureux? Oui, c'est une excellente question. Quand le petit être a été traumatisé, et ils sont nombreux, parce que la mère, il n'y a pas eu de relation avec la mère. D'accord ? Donc, il y a une problématique d'attachement, donc il y a une problématique de dépendance. Je dis sous forme humoristique que nous ne quittons la table que lorsque nous sommes rompus. Et bien, un petit être qui n'a pas été rassasié de relations, d'amour et de tendresse par sa mère est un petit être qui reste affamé et qui est en quête de ce tout que la mère aurait dû constituer à une période. Voilà. Et donc, il s'agit, Nathalie, de développer en soi, d'être une bonne mère avec soi. Et cette bonne mère, il s'agit de la développer en soi, pas de solliciter un partenaire extérieur dans une fonction maternante. Karine soulève la question de est-ce que ça culpabilise. Tu n'es pas en train de culpabiliser la mère ou les mères en général à travers. Est-ce que tu vois les mères font mieux? Oui. Non, je ne cherche pas à culpabiliser les mères parce que je commencerai par moi et je fais en sorte de ne pas me sentir coupable à l'égard de mes enfants. La question précise, c'était culpabilité de la mère, point d'interrogation. Non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la relation entre la mère et l'enfant est déterminante. Après le placenta, le premier autre, parce qu'on oublie le placenta, le premier autre que le bébé rencontre, c'est sa mère. Il y a une réalité physiologique qui n'est pas négociable, c'est que le bébé vit dans une intimité physique et psychique avec sa mère. Ça n'exclut pas le père, mais le père, il va intervenir 9 mois après, quand il intervient. Parce que des fois, les cultures qui ont précédé, ce n'est plus vrai de nos jours, mais les cultures qui ont précédé, ce monde
masculin défini par les hommes ont exclu les hommes du monde de la maternité jusqu'au XVIIe siècle. Donc, non, la culpabilité, puis je tiens à dire que la culpabilité, c'est ce qu'on a trouvé mieux pour ne pas se séparer. Donc, les mères coupables, ce sont celles qui ne se séparent pas de leurs enfants. Non, mais. Oui, non, mais. Oui. Merci Dominique. Je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Je voudrais juste partager avec vous, en profiter, puisque où est mon chose. J'ai indiqué que Dominique avait écrit un certain nombre de livres. Tu animes aussi régulièrement des ateliers, et donc on a eu l'idée de ce webinaire qui est qui introduit d'une certaine manière les ateliers que tu anime périodiquement, et la liste est sur lapsychologie-de-l'éveil.com, et le prochain atelier en région parisienne en tout cas est le 22 février sur le vivre le couple ou vivre en couple. Donc, tu peux dire juste un mot de ce qu'est un atelier, de comment... La différence avec le webinaire, c'est que l'atelier il dure 5 heures. Voilà. C'est interactif aussi. C'est une expérience de groupe et c'est une expérience. C'est une expérience de groupe, c'est interactif, que les personnes qui sont là viennent avec leur actualité, elles sont intéressées bien sûr par le sujet. Et je ne fais pas une thérapie de couple lors de ces ateliers. Ce que je propose, c'est d'aborder le sujet sensible de la maturité psycho-affective tel que ça se révèle dans le couple, qui est un espace où toutes les projections se font. Et que modestement je participe ou je contribue à ce qu'une version féminine du couple voit le jour. Voilà. Et c'est bien de ça dont je vais parler le 22 février, y compris le 1er de mars sur Annecy.